Une statistique glaçante pour commencer. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'une femme sur 3 et un homme sur 6 dans le monde vivront un jour une relation abusive. Et le plus effrayant, c'est que la majorité ne le savent pas avant qu'il ne soit trop tard. Parce que les premiers signes d'une relation abusive ne ressemblent pas à des coups, mais à des gestes tendres, à des mots doux, qui se transforment lentement en chaînes invisibles. Et toi, es-tu certain de pouvoir reconnaître un couple toxique quand tu en vois un? Ou pire encore, es-tu certain de ne pas en vivre un toi-même? Une autre étude menée aux États-Unis a révélé que plus de 70% des victimes de relations toxiques n'avaient aucune conscience de l'abus lors des premières années. Elles pensaient juste avoir des problèmes de couple, alors qu'en réalité, elles étaient enfermées dans un cycle destructeur. Alors si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage-la, écris merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Carl Jung disait que, là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir, et là où le pouvoir prédomine, l'amour est absent. Cette phrase est l'une des clés pour comprendre pourquoi tant d'hommes et de femmes tombent dans le piège d'une relation abusive sans même s'en rendre compte. Freud, lui, avait remarqué que l'être humain a tendance à répéter inconsciemment ses traumatismes, cherchant à recréer dans sa vie adulte ce qu'il n'a pas pu résoudre dans son enfance. Ces deux visions se croisent dans un même constat. Parfois, ce que nous appelons amour n'est qu'une ombre qui nous dévore peu à peu. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'une femme sur 3 dans le monde a déjà subi une forme de violence psychologique ou physique dans une relation intime. Et pourtant, la majorité d'entre elles mettent des années à nommer ce qu'elles vivent. Pourquoi? Parce que l'abus le plus puissant est celui qui reste invisible. Vous écoutez ces mots et peut-être qu'une question résonne déjà en vous. Suis-je concerné? Est-ce que ce que je vis est normal ou est-ce que, sans m'en rendre compte, je me trouve dans une relation qui m'abîme? Et si vous vous posez la question, sachez une chose essentielle. Le simple fait d'avoir ce doute est déjà un signal. Les relations saines se vivent dans la fluidité. Les relations abusives, elles, s'infiltrent dans vos pensées comme un poison lent, toujours difficile à identifier au début. Jung appelait cela l'ombre, cette part sombre que nous refusons de voir mais qui agit pourtant dans nos vies. Dans une relation abusive, l'ombre se manifeste à travers 2 signes très clairs que beaucoup ignorent parce qu'ils semblent au départ anodins. Le premier signe, c'est le contrôle subtil du quotidien. On imagine souvent qu'un partenaire abusif va dicter brutalement quoi faire, qui voir, comment s'habiller. Mais la réalité est bien plus perfide. Cela commence par de petites phrases qui semblent presque bienveillantes. Tu devrais porter ça, ça t'irait mieux. Ou encore, je préfère quand tu restes à la maison, tu es plus tranquille. Rien de choquant en apparence, et pourtant, chaque mot déplace lentement les limites de votre liberté. Les psychologues parlent de microcontrôle. C'est une stratégie insidieuse. Des études en psychologie comportementale montrent que lorsqu'une personne subit ce type de contrôle répété, même sous forme douce, son cerveau finit par l'intégrer comme une norme. Ce n'est plus perçu comme une agression, mais comme un cadre. Et une fois ce cadre accepté, l'emprise s'installe. Le deuxième signe, c'est la culpabilisation constante. Sénèque écrivait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Et c'est exactement ce que fait un partenaire abusif. Il dépose dans votre esprit des graines de doute et de honte. Tout devient de votre faute. Si l'autre est en colère, c'est parce que vous avez dit quelque chose de travers. Si l'autre s'éloigne, c'est parce que vous n'avez pas été assez attentif. Cette dynamique est particulièrement destructrice, car elle se glisse au cœur de votre identité. Les neurosciences ont démontré que la culpabilité chronique active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique. Autrement dit, quand vous vivez sous un flot permanent de reproches, votre cerveau enregistre cette expérience comme une souffrance corporelle réelle. Et c'est ce qui explique pourquoi tant de victimes décrivent la relation abusive comme une fatigue écrasante, une douleur qui ne part jamais. Si vous vous reconnaissez dans ces premiers signes, vous n'êtes pas seul. L'écrivain Victor Hugo disait « L'enfer est tout entier contenu dans ce mot, solitude ». Et c'est précisément ce que cherche à créer un abus. Vous isoler de votre force intérieure en vous faisant croire que tout repose sur vous, que vous êtes toujours responsable, jamais assez, jamais à la hauteur. C'est une illusion savamment entretenue. Mais en même temps, la philosophie stoïcienne rappelle que ce qui dépend de nous, ce n'est pas ce que l'autre fait ou dit, mais la manière dont nous décidons d'y répondre. Reconnaître l'abus invisible, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir. Alors posez-vous cette question, ici et maintenant. Combien de fois avez-vous modifié votre comportement non pas par choix, mais par peur de la réaction de l'autre? Combien de fois vous êtes-vous excusé alors que, dans le fond, vous saviez que vous n'aviez rien fait de mal? Ces questions font mal, mais elles ouvrent une brèche. Et dans cette brèche se trouve votre lucidité. Car chaque fois que vous mettez de la lumière sur l'ombre, vous brisez un peu plus l'emprise.
Carl Jung disait que l'une des plus grandes illusions de l'homme est de croire qu'il est aimé alors qu'en réalité, il est possédé. Et c'est là tout le piège d'une relation abusive. Au début, elle ne ressemble jamais à une prison. Elle ressemble à un rêve. Des chercheurs en psychologie sociale ont montré que plus de 70% des victimes de relations abusives décrivent les premiers mois comme une période d'intensité extraordinaire. Le partenaire semble parfait, attentif, passionné, presque trop beau pour être vrai. Et c'est justement parce que c'est trop beau que c'est dangereux. Freud avait remarqué que l'idéalisation est souvent la première étape de la dépendance. Vous êtes placé sur un piédestal, vous avez l'impression d'être enfin reconnu, enfin vu, et votre cerveau s'imprègne de ce cocktail d'émotions. Des neuroscientifiques de l'université de Syracuse ont même découvert que l'amour romantique active les mêmes zones du cerveau que la cocaïne. Autrement dit, dès les premières semaines, vous êtes déjà pris dans un circuit de récompenses chimiques. Mais très vite, ce qui semblait un cadeau se transforme en piège doré. C'est le troisième signe d'une relation abusive, l'isolement progressif des proches. Cela ne se fait jamais d'un coup. Personne ne vous dit frontalement, tu n'as plus le droit de voir ta famille. Non, c'est beaucoup plus subtil. Cela commence par une remarque anodine. Je ne comprends pas pourquoi tu passes encore du temps avec lui, il ne t'apporte rien. Puis viennent les comparaisons. Ta mère te critique toujours, moi je suis le seul à vraiment t'aimer. Et petit à petit, vous réduisez vos cercles. Vous voyez moins vos amis, moins vos collègues, et vous finissez par vous retrouver dépendant d'une seule personne pour valider vos émotions. Marc Aurèle écrivait que « l'âme prend la couleur de ses pensées les plus fréquentes ». Imaginez alors ce qui arrive quand toutes vos pensées sont façonnées par une seule voix, toujours la même, toujours dominante. L'isolement est l'arme favorite de l'abus, car il coupe les témoins, il coupe le soutien extérieur, et il vous fait croire que le monde se résume à deux personnes. Puis survient le quatrième signe, l'amour conditionnel. Dans une relation saine, l'amour est une présence stable, une sécurité, une base. Dans une relation abusive, l'amour est une monnaie d'échange. Vous recevez de l'affection uniquement si vous remplissez certaines conditions. Vous devez être docile, toujours d'accord, toujours prêt à céder. Et si vous refusez, l'affection disparaît aussitôt, remplacée par le silence ou la colère. C'est ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent, et c'est l'un des mécanismes les plus puissants de la dépendance émotionnelle. B.F. Skinner, un pionnier de la psychologie comportementale, avait démontré que lorsqu'une récompense est donnée de manière imprévisible, elle devient encore plus addictive. C'est exactement ce qui se passe dans une relation abusive. Vous ne savez jamais quand vous aurez droit à de la tendresse, ni quand vous serez puni. Cette incertitude vous pousse à faire toujours plus d'efforts pour obtenir une parcelle d'amour, comme un joueur qui remet une pièce dans la machine à sous en espérant enfin gagner. Ce qui est tragique, c'est que cette illusion de l'amour parfait au départ est souvent ce qui empêche la victime de fuir. Elle se dit, mais je sais qu'il peut être tendre, je me souviens de nos débuts, il était tellement attentionné. Et c'est vrai, mais ces souvenirs ne sont pas une preuve d'amour, ce sont les chaînes dorées qui maintiennent la prison. Freud parlait de compulsion de répétition, cette tendance à espérer que le cycle change alors qu'il se reproduit toujours. Vous espérez retrouver l'intensité du début, mais ce début n'était qu'un appât. Et si vous vous reconnaissez dans ces dynamiques, sachez une chose, vous n'êtes pas naïf, vous êtes humain. Le philosophe stoïcien Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » La prison dorée de l'amour conditionnel trouble vos jugements. Elle vous fait croire que vous êtes libre alors que vous êtes enchaîné. Mais reconnaître cela est déjà un pas immense. Parce qu'au moment même où vous voyez que l'amour n'est pas inconditionnel, qu'il dépend de votre soumission, vous commencez à briser l'illusion. Combien de vos choix récents avez-vous fait par envie, et combien par peur de perdre l'affection de l'autre? Si la balance penche du mauvais côté, alors vous savez que vous êtes dans une prison dorée. Et une prison dorée reste une prison. Le confort apparent ne justifie pas la perte de soi. Jung rappelait que le processus d'individuation, cette quête de l'être authentique, exige de briser les illusions et de regarder l'ombre en face. Reconnaître l'isolement et l'amour conditionnel, c'est le début de cette libération intérieure. Carl Jung disait que la névrose est toujours un substitut à la souffrance authentique. Et dans une relation abusive, c'est exactement ce qui se produit. On vous impose une souffrance artificielle, fabriquée par la manipulation, qui vous éloigne de votre propre voix intérieure. Vous n'êtes plus vous-même, vous devenez une version altérée, façonnée pour correspondre aux attentes de l'autre. Le problème, c'est que cette transformation est lente, presque imperceptible. Elle s'installe jour après jour, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus le reflet dans le miroir. C'est le cinquième signe d'une relation abusive, la diminution de l'estime de soi.
Des études en psychologie montrent que 80% des victimes de violences psychologiques développent une forme de dévalorisation chronique. Au départ, vous êtes confiant, vous avez vos goûts, vos passions, vos projets. Mais peu à peu, vos choix sont critiqués, vos réussites minimisées, vos défauts amplifiés. Vous entendez des phrases comme « Tu ne serais rien sans moi » ou encore « Franchement, tu n'es pas aussi intelligent que tu le crois ». Et même si, au début, vous résistez intérieurement, à force de répétition, ces phrases s'incrustent dans votre esprit. Les neurosciences démontrent que le cerveau humain est hautement plastique. Répétez une croyance assez souvent, et elle devient une vérité neurologique. C'est pourquoi après des mois ou des années d'humiliation, la victime adopte la vision négative que l'autre a d'elle. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, ou pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Pourtant, dans une relation abusive, ce pouvoir vous échappe. Parce qu'on vous apprend à douter non seulement de vos actes, mais aussi de vos pensées. Et c'est là que se manifeste le 6e signe, la peur constante de décevoir ou de mettre en colère. Cette peur est corrosive. Elle s'immisce dans vos gestes les plus banals, choisir un vêtement, envoyer un message, exprimer une opinion. Chaque action devient un calcul. Vous n'agissez plus librement, vous agissez pour éviter l'explosion. Freud avait une expression pour cela, le « surmoi tyrannique », cette instance psychique qui vous juge sans cesse et vous condamne à l'angoisse. Dans une relation abusive, le partenaire devient le surmoi incarné. Sa voix couvre la vôtre, jusqu'à ce que vos décisions ne soient plus jamais vraiment les vôtres. Et ce qui est le plus frappant, c'est que cette peur n'a pas besoin de cris ou de coups pour exister. Parfois, un simple regard, un silence pesant, suffit à vous rappeler que vous êtes en sursis. Les psychologues parlent de conditionnement aversif. Vous associez certaines actions à des conséquences négatives, et vous les évitez, même en l'absence de menaces explicites. C'est exactement comme un chien dressé qui n'ose plus s'approcher de la table parce qu'il a été puni une fois. Mais vous n'êtes pas un animal, vous êtes un être humain doté d'une conscience, et pourtant on vous réduit à ce schéma primaire. Carl Jung rappelait que la perte d'identité survient quand l'ego se laisse entièrement dominer par l'ombre. Dans une relation abusive, l'ombre du partenaire devient votre horizon. Vous oubliez vos rêves, vos valeurs, votre spontanéité. Vous devenez l'ombre de vous-même. Et plus cette situation dure, plus la voix intérieure s'étouffe, jusqu'à disparaître. Mais même si elle semble disparue, elle n'est jamais totalement morte. Car au fond, il y a toujours une petite étincelle qui résiste, un fragment de vous qui murmure encore. Ce n'est pas juste. Les témoignages des survivants le confirment. Nombreux sont ceux qui racontent qu'au milieu du chaos, il y avait toujours un instant de lucidité, une intuition, un rêve, une phrase qui revenait. C'est cette étincelle qui leur a permis de commencer à se reconstruire. Sénèque écrivait « Nul n'est plus malheureux que celui qui ne sait pas se contenter de soi ». Dans une relation abusive, on vous vole le contentement de vous-même, on vous dérobe votre identité. Mais reconnaître que vous vivez dans la peur et la dévalorisation, c'est déjà le début de la reconquête. Alors demandez-vous, combien de décisions récentes avez-vous prises par désir profond, et combien par anticipation de la réaction de l'autre? Combien de fois avez-vous eu une pensée, un besoin, une envie, simplement pour éviter un conflit? Si la réponse est trop souvent, alors vous savez que la voix intérieure est en train de s'éteindre. Mais sachez aussi ceci, chaque fois que vous osez écouter cette voix, même dans le silence, même dans un journal intime, vous rouvrez une brèche dans la prison psychologique. Jung disait que l'individuation commence quand on entend à nouveau la voix authentique du soi. Cette voix n'est pas morte. Elle attend que vous l'écoutiez à nouveau. Épictète disait « Nul ne peut te blesser sans ton consentement ». Cette phrase résonne comme une promesse de liberté intérieure. Pourtant, dans une relation abusive, ce consentement est détourné, manipulé, arraché sans que vous en ayez conscience. C'est là toute la perversité de l'abus psychologique. Il ne frappe pas toujours par la force brute, mais par une subtilité invisible, une distorsion de la réalité qui vous enferme dans un labyrinthe mental. Carl Jung parlait de « possession psychique », ce moment où une influence extérieure s'empare de votre esprit au point de brouiller votre perception du vrai et du faux. Et c'est exactement ce qui se joue dans ce 4e acte de l'abus, la manipulation. Le 7e signe est le gaslighting, cette technique redoutable qui consiste à vous faire douter de vos propres perceptions. Le terme vient d'une pièce de théâtre des années 1930, où un mari diminuait l'intensité des lampes à gaz de la maison, tout en niant constamment le changement, jusqu'à ce que sa femme pense devenir folle. Aujourd'hui, des millions de victimes décrivent le même mécanisme. Vous voyez une contradiction flagrante, mais on vous dit que vous inventez. Vous entendez une parole blessante, mais on vous répond que vous êtes trop sensible. Vous constatez un mensonge, mais on vous accuse de paranoïa.
Progressivement, votre confiance en vos propres sens s'effondre. Freud expliquait que lorsque l'individu perd sa capacité à valider sa perception, il entre dans un état de dépendance psychique extrême. Car si vous ne pouvez plus croire vos yeux ni vos oreilles, vous êtes condamné à croire l'autre. Ce processus est ravageur. Une étude menée par l'American Psychological Association montre que le gaslighting prolongé peut mener à des symptômes proches du stress post-traumatique, troubles de mémoire, anxiété chronique, dissociation de la réalité. En clair, on vous prive de votre ancrage le plus fondamental, la certitude de votre expérience. Et plus cette certitude vacille, plus l'emprise grandit. Le 8e signe, c'est le chantage émotionnel et les menaces implicites. Ici, il ne s'agit plus seulement de nier votre réalité, mais de la coloniser. Le partenaire abusif joue sur vos peurs les plus profondes. Peur d'être seul, peur d'être rejeté, peur de perdre ce que vous avez construit. On vous dit des phrases comme « Si tu me quittes, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre » ou « Sans moi, tu es perdu ». Parfois, c'est plus sournois encore. « Tu veux vraiment me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Derrière ces mots, il y a une arme redoutable, l'instrumentalisation de la culpabilité. Les neurosciences ont montré que la peur et la culpabilité activent l'amygdale, la région du cerveau qui régule les réactions de survie. Lorsque vous êtes pris dans ce cycle, vous n'êtes plus dans un raisonnement rationnel, vous êtes dans une logique de survie émotionnelle. Vous ne cherchez plus la vérité, vous cherchez à éviter la punition. Et c'est ainsi que l'abus devient une prison invisible. Pas de barreaux, pas de chaînes, juste la peur omniprésente de perdre l'amour ou de déclencher la colère. Jung expliquait que l'inconscient collectif est rempli d'archétypes, et l'un d'eux est celui du tyran. Le tyran n'a pas besoin de frapper pour régner. Il lui suffit de convaincre ses sujets que toute rébellion est vaine. Dans une relation abusive, le partenaire joue ce rôle. Vous devenez le sujet d'un royaume mental dont vous n'avez même pas conscience. Et pourtant, l'histoire nous enseigne que même les empires les plus puissants s'effondrent dès que leurs sujets cessent d'y croire. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». C'est là que réside la clé. La manipulation psychologique ne peut perdurer que si vous acceptez de douter éternellement de vous-même. Le jour où vous commencez à réaffirmer vos perceptions, aussi fragiles soient-elles, vous affaiblissez les chaînes invisibles. Alors posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous accepté une version de la réalité imposée par l'autre, alors que tout en vous criait qu'elle était fausse? Combien de fois avez-vous cédé au chantage, non pas parce que vous étiez d'accord, mais parce que vous aviez peur des conséquences? Si ces situations résonnent, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de survivants racontent que la première étape de leur libération a été de noter, noir sur blanc, leurs expériences quotidiennes. En écrivant, ils ont redonné du poids à leur perception, face au brouillard de la manipulation. Épictète rappelait que la liberté commence dans l'esprit. Dans une relation abusive, on cherche à vous voler cette liberté en brouillant votre vision et en exploitant vos émotions. Mais reconnaître le gaslighting, reconnaître le chantage, c'est déjà ouvrir les yeux. Et ouvrir les yeux, même un instant, c'est le début de la libération. Sigmund Freud affirmait que le corps exprime ce que l'esprit cherche à taire. Et dans une relation abusive, cette vérité éclate avec une force implacable. Vous pouvez cacher vos émotions à vos proches, vous pouvez même vous convaincre que ce n'est pas si grave, mais votre corps, lui, ne ment jamais. Carl Jung rappelait que lorsque l'âme souffre, elle se manifeste à travers des symptômes, comme si elle frappait à la porte de la conscience pour exiger qu'on l'écoute. Et aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que les anciens savaient déjà. Les abus psychologiques et émotionnels laissent des cicatrices visibles, inscrites dans les muscles, le système nerveux et même dans les cellules. C'est le 9e signe d'une relation abusive, l'apparition de symptômes physiques persistants. Insomnie, migraine, douleurs inexpliquées, palpitations, crises d'angoisse, troubles digestifs. Selon une étude publiée dans The Lancet Psychiatry, plus de 60% des victimes de violences psychologiques développent des symptômes somatiques, c'est-à-dire des douleurs réelles sans cause médicale apparente. Pourquoi? Parce que le stress chronique provoqué par l'abus inonde le corps de cortisol et d'adrénaline, deux hormones qui, à haute dose et sur la durée, épuisent le système immunitaire. Résultat, vous tombez malade plus souvent, vous récupérez moins vite, et chaque journée devient une lutte silencieuse. Mais ce n'est pas tout. Le corps devient aussi le témoin d'une peur constante. Votre respiration est plus courte, vos muscles sont toujours tendus, votre sommeil est haché. Freud décrivait cela comme « l'angoisse libre flottante », une peur diffuse qui n'a pas besoin d'un danger concret pour s'activer. Votre système nerveux est en état d'alerte permanent, comme si vous viviez dans une zone de guerre. Et c'est exactement cela, une guerre invisible, menée dans l'intimité de votre relation. Le 10e signe, c'est la violence verbale ou physique croissante.
On imagine souvent qu'une relation abusive bascule d'un coup dans la violence physique. Mais dans la réalité, cette escalade est graduelle. Cela commence par des mots tranchants, des insultes déguisées, des humiliations répétées. Sénèque écrivait que « les injures sont plus douloureuses que les coups, car elles s'infiltrent dans l'âme ». Et c'est vrai, les mots laissent des cicatrices profondes, parfois plus difficiles à guérir que les bleus sur la peau. Mais souvent, ces mots ouvrent la voie à quelque chose de plus brutal. Les statistiques de l'OMS montrent que dans 55% des cas, les violences verbales dans le couple finissent par évoluer vers des violences physiques. Et quand le premier coup tombe, la victime est déjà tellement fragilisée psychologiquement qu'elle n'a plus la force de réagir. La neuroscience explique ce phénomène par ce qu'on appelle l'habituation. Quand on vous insulte régulièrement, votre cerveau finit par considérer ce comportement comme une norme. Ainsi, quand la violence physique apparaît, elle est perçue comme une extension logique, non comme une rupture. Le terrain avait déjà été préparé. Et c'est cela qui rend l'abus si perfide. Il se construit par couches, lentement, jusqu'à ce que la ligne rouge ne soit plus visible. Marc Aurèle, dans ses pensées, insistait sur l'importance de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. La violence d'autrui ne dépend pas de nous. Mais notre vigilance, elle, nous appartient. Si votre corps est en alerte constante, si vos nuits sont dévastées, si vos muscles se crispent dès qu'une porte claque, alors ce n'est pas un hasard. Ce sont des signaux. Des cris silencieux que vous ne pouvez pas ignorer. Beaucoup de survivants racontent qu'avant même de mettre un mot sur leur relation, leur corps avait déjà parlé. Une femme témoignait dans un documentaire. « Je me réveillais chaque nuit avec le cœur qui battait à 100 à l'heure. Je croyais que j'étais malade, mais en réalité, mon corps savait avant moi que j'étais en danger. » Ces témoignages confirment ce que Jung appelait « la sagesse du corps », cette intuition profonde qui précède parfois la conscience rationnelle. Demandez-vous, vos douleurs, vos insomnies, vos angoisses sont-elles vraiment dues au hasard? Ou bien sont-elles le langage de votre corps qui tente de vous réveiller? Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle que la souffrance devient supportable lorsqu'elle prend un sens. Dans une relation abusive, donner un sens à vos symptômes, c'est reconnaître qu'ils ne sont pas une faiblesse, mais un signal d'alarme. Et c'est peut-être ce signal qui vous sauvera. Carl Jung affirmait que « tout ce à quoi l'on résiste persiste, tout ce que l'on embrasse se transforme ». Pourtant, dans une relation abusive, ce que l'on croit embrasser n'est qu'un mirage, un cycle de douleur et d'illusions qui se répète indéfiniment. Les psychologues l'appellent le « cycle de la violence », et il est si prévisible qu'il ressemble à une mécanique bien huilée. Tout commence par une phase de tension. Les reproches s'accumulent, les silences deviennent lourds, la peur s'installe. Puis vient l'explosion, une dispute violente, des cris, parfois des coups. Ensuite survient la fameuse « lune de miel », excuses, promesses, gestes tendres, comme si rien ne s'était passé. Et enfin, le calme trompeur avant que tout recommence. Ce cycle, décrit pour la première fois par la chercheuse Lenore Walker en 1979, est aujourd'hui reconnu par toutes les études en psychologie. C'est ici que surgit le 11e signe d'une relation abusive. Les promesses répétées jamais tenues. Le partenaire jure de changer, il vous regarde dans les yeux et dit « Je te promets que ça n'arrivera plus ». Et vous voulez y croire, parce que vous vous souvenez encore des premiers moments, de cette intensité qui semblait unique. Mais les chiffres sont implacables. Selon une étude de l'American Journal of Public Health, dans plus de 80% des cas, ces promesses ne sont pas suivies d'actions réelles. Pourquoi? Parce que l'abuseur n'est pas motivé par le changement, mais par le contrôle. Les promesses font partie intégrante du cycle, elles servent à maintenir l'emprise. Et cette emprise s'appuie sur un mécanisme bien connu en neurosciences, le renforcement intermittent. Vous recevez des moments d'amour et d'attention juste assez souvent pour garder espoir, mais jamais assez pour que la relation devienne stable. C'est le même mécanisme qui rend les jeux d'argent si addictifs. Vous ne gagnez pas à chaque fois, mais vous gagnez de temps en temps, et c'est cette incertitude qui vous enferme. B. F. Skinner l'avait démontré dès les années 1950. Une récompense aléatoire crée une dépendance bien plus forte qu'une récompense régulière. Dans une relation abusive, l'amour devient cette récompense aléatoire, et vous restez prisonnier de l'attente. Le plus cruel, c'est que cette attente nourrit la culpabilité. Vous vous dites, peut-être que cette fois, il était sincère. Peut-être que si je fais un effort supplémentaire, il changera vraiment. Mais ce raisonnement est piégé. Marc Aurèle écrivait, « L'espérance est une chaîne que l'on forge soi-même. » Dans une relation abusive, l'espérance devient une chaîne dorée. Elle vous maintient dans le cycle, vous empêche de voir la réalité en face. Ce cycle de destruction a aussi des conséquences mesurables sur le cerveau. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que les victimes de violences répétées présentent une hyperactivité de l'amygdale, la région qui gère la peur,
et une diminution de l'activité du cortex préfrontal, la zone qui régule la prise de décision rationnelle. Autrement dit, plus vous restez dans le cycle, plus il devient difficile d'en sortir, car votre cerveau lui-même est reprogrammé pour rester dans l'alerte et la dépendance. Mais alors, pourquoi reste-t-on? Parce que l'espoir est un moteur puissant, même quand il est toxique. Parce que l'humain préfère souvent une douleur connue à une liberté incertaine. Freud appelait cela la compulsion de répétition, ce besoin inconscient de rejouer encore et encore la même scène, dans l'illusion qu'elle finira différemment. Pourtant, certains brisent le cycle. Et souvent, cela commence par une prise de conscience brutale. Une femme racontait dans une interview: « J'ai compris que ça ne changerait jamais le jour où j'ai noté toutes ces promesses dans un carnet. Au bout d'un an, j'avais rempli 2 pages entières. Et j'ai vu noir sur blanc que rien n'avait changé. » Cet acte simple, écrire, objectiver, confronter la réalité, a suffi à déclencher son éveil. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la manière dont nous y répondons. Dans le cycle de la destruction, l'abuseur répète toujours la même séquence. Mais vous pouvez répondre autrement. Vous pouvez décider de ne plus croire aux promesses, de ne plus confondre espoir et illusion. Et ce simple geste intérieur, ce refus, est déjà une fissure dans le cycle. Une fissure qui, un jour, deviendra une brèche vers la liberté. Carl Jung affirmait que personne ne devient éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. Dans une relation abusive, l'obscurité est dense, elle enveloppe vos pensées, vos émotions, vos choix. Mais le simple fait de la nommer, de voir les signes, est déjà un acte de lumière. Le 12e signe, le plus révélateur, c'est l'incapacité chronique du partenaire à assumer sa responsabilité. Il minimise, il justifie, il renverse la faute sur vous. Même quand les preuves sont évidentes, il nie, il détourne, il vous accuse. Cette incapacité n'est pas un accident, c'est un pilier de l'abus. Freud l'appelait le mécanisme de projection, rejeter sur l'autre ce que l'on refuse d'affronter en soi. Et tant que ce mécanisme est actif, aucun changement durable n'est possible. Reconnaître cela est douloureux, car cela brise l'espoir d'un avenir différent. Mais c'est aussi libérateur, car cela vous arrache à l'illusion. Marc Aurèle écrivait: « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton évaluation de celle-ci. Ce que vous évaluez maintenant, ce n'est pas une dispute passagère, mais un schéma immuable. L'abuseur ne change pas, parce que l'abus n'est pas un accident, c'est son langage. Et quand vous comprenez cela, vous arrêtez de chercher des excuses, vous commencez à chercher une sortie. La sortie, justement, est un chemin semé d'obstacles, mais il est possible. Les neurosciences nous disent que le cerveau, même abîmé par des années de manipulation, reste plastique. Vous pouvez reconstruire votre confiance, redonner de la force à vos circuits de décision, retrouver le goût de vos choix. Mais ce processus commence par un geste, briser le silence. Les études montrent que les victimes qui parlent, que ce soit à un ami, à un thérapeute, ou dans un journal intime, augmentent significativement leurs chances de sortir du cycle. Pourquoi? Parce que la parole objective, elle arrête le brouillard mental, elle confronte la réalité. Les stoïciens eux-mêmes insistaient sur la puissance de la lucidité partagée. Sénèque écrivait à Lucilius: « Rien ne rend l'âme aussi forte que de dire la vérité à soi-même et aux autres. » Dans une relation abusive, dire la vérité, même chuchoter, est déjà un acte de résistance. Vous n'avez pas à attendre d'être prêt, vous n'avez pas à attendre un moment parfait. Chaque mot prononcé pour décrire votre vécu est une pierre arrachée au mur de votre prison. L'éveil, c'est aussi accepter que la liberté a un prix, celui de l'inconnu. Beaucoup restent enfermés parce qu'ils craignent la solitude, la précarité, le jugement. Mais la solitude choisie est toujours plus légère que la compagnie qui détruit. Une étude de Harvard sur le bonheur, menée depuis plus de 75 ans, a révélé que la qualité des relations est le facteur le plus déterminant de la santé et du bien-être. Rester dans une relation abusive ne détruit pas seulement votre joie, cela réduit aussi vos années de vie en bonne santé. Votre corps et votre esprit réclament autre chose, une relation où l'amour est soutien, non condition, où la parole est respect, non arme. Un témoignage parmi tant d'autres illustre cette renaissance. Une femme racontait: « Le jour où j'ai quitté mon mari, je n'avais rien, pas même un appartement. Mais j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais, ma voix. » Cette phrase incarne parfaitement ce que Jung appelait l'individuation, le processus par lequel on cesse de vivre dans l'ombre de l'autre pour redevenir soi. Et ce processus, il est à la portée de chacun, à condition de faire le premier pas. Alors posez-vous une dernière question. Préférez-vous continuer à répéter le cycle, espérant un miracle qui ne viendra pas, ou choisir aujourd'hui la voie de l'éveil, même si elle est incertaine? L'éveil,
c'est reconnaître l'abus, c'est agir, c'est se libérer. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène vers la vie. Et souvenez-vous des mots de Jung. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir.